Merci, bonsoir, merci d'être là si nombreux. Je suis entre vous et l'apéro, j'ai tenté d'être intéressant. Qui a déjà travaillé avec les technologies serverless? Une personne, c'est bien. Donc, c'est une introduction, donc vous êtes le public cible, c'est parfait. J'habite de l'autre côté du lac, donc mon nom est Bertrand de la Créta, j'habite à Cher, là en face, plus ou moins. Je travaille pour le bureau de Adobe à Bâle. On a un bureau avec 150 personnes environ. On était Day Software avant, et puis on a été racheté par Adobe en 2010. Mon rôle, mon titre, c'est Principal Scientist. C'est comme le serial killer dans le fameux film. C'est une sorte de consultant interne en fait. J'accompagne des équipes sur des thématiques particulières. Et puis je suis actif dans l'open source aussi, dans la fondation Apache. J'ai une slide là-dessus depuis un moment. Si je vous dis Adobe, vous dites... Personne ne dit rien. J'ai cru qu'on était connus pourtant. Je ne travaille pas sur Photoshop. Voilà ce qu'on peut dire. Le produit, le groupe dans lequel je travaille, on développe un produit qui s'appelle Experience Manager. Experience, c'est le terme un peu à la mode. Ça se rapporte en fait aux expériences utilisateurs. Pour dire aujourd'hui, on fait pas seulement des sites web. Donc c'est la base de notre système, c'est de la gestion de contenu à grande échelle pour des sites de grandes sociétés multinationales souvent qui utilisent nos systèmes, qui ont des centaines de sites sur la planète avec des milliers d'auteurs qui travaillent dessus, enfin de la gestion de contenu à grande échelle. Et ça s'intègre avec toute une série de services d'Adobe au niveau d'analyse de trafic, personnalisation des sites et tout ça. Voilà, pour vous situer un peu le contexte dans lequel ça se passe, ce dont je vais vous parler. Mes activités dans la fondation Apache Software Foundation, qui fête son 20e anniversaire cette année. Vous avez probablement, j'espère, entendu parler du serveur web Apache, qui fait tourner à peu près 60% du web. Selon comment on calcule, ça varie. Et cette fondation, c'est un des projets qu'on gère, mais on en gère 350. Les autres sont peut-être moins connus, mais si je vous parle de Lucene, de Spark, Hadoop, il y a quand même une série de projets qui ont une grande importance dans l'industrie. On parlait d'agilité. Je pense que les communautés open source ont inventé une sorte d'agilité chaotique ou semi-chaotique qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est intéressant de voir qu'on peut reporter des aspects de ça dans une société commerciale. Et dans notre groupe, à l'intérieur de Adobe, effectivement, on travaille beaucoup avec ces techniques de collaboration qui viennent des projets open source. Et nos produits sont basés, en tout cas ce produit Experience Manager est basé extensivement sur des projets de la Fondation Apache. 80% je dirais de notre code vient de là. Et nous sommes donc actifs dans ces projets. J'étais moi-même une dizaine d'années au comité de direction de la Fondation, donc un investissement assez sérieux. Mais parlons de serverless puisque c'était notre sujet. Aujourd'hui, ça tombe bien vu le nom de votre association. Aujourd'hui, quand on parle de cloud, on parle d'API, d'interface de programmation. Ça fait longtemps qu'on parle d'API dans le code. Si vous avez une librairie en C qui a été écrite il y a 30 ans, elle a une API, Application Programming Interface, une interface de programmation d'application. Mais quand on parle d'API dans le cloud aujourd'hui, on parle beaucoup d'API HTTP. Donc vous allez faire une requête HTTP sur un service et il va vous retourner quelque chose. J'ai ici un exemple très simple. Typicode.com, c'est un petit site qui peut vous retourner du JSON pour des tests, très pratique. Mais en fait, c'est une API, c'est pas forcément beaucoup plus que ça. Vous envoyez une requête avec un certain format et vous recevez des données. Après, il y a des services un peu plus sophistiqués, mais c'est le principe de base. Donc, des systèmes qui sont distribués tout autour du web, auxquels vous devez faire des requêtes. Peut-être vous devez coordonner plusieurs systèmes, aller chercher un identifiant d'utilisateur dans un service, une facture dans un autre service. On parle de microservices qui sont comme ça répartis et sur le web, vous en trouvez beaucoup. Après, il faut créer la glue, le code qui va tenir ensemble tous ces services. Les technologies dans le cloud ont bien évolué. De mon temps, quand j'étais jeune, j'ai été indépendant pendant 18 ans à partir du début des années 90. Mon serveur web, il tournait sur un serveur que j'avais loué. J'avais une machine hardware que je devais louer pour faire tourner mon serveur web. Aujourd'hui, on fait plus ça, sauf si vous avez vraiment un très très gros site. C'était les machines physiques. Après, on a passé aux machines virtuelles. Donc, vous faites tourner sur une machine hardware, vous faites tourner une dizaine, une centaine, un millier de pseudo-machines qui ont l'air d'être isolées mais qui n'ont pas leur hardware particulier, très répandu aujourd'hui dans l'industrie. Depuis quelques années, on parle de containers.
qui a déjà travaillé avec des containers, avec Docker ou ce genre de choses? Voilà, là, il y a un peu plus de mains levées, qui sont en fait des pseudo-machines. Une petite unité isolée au sein d'une machine qui peut être beaucoup plus grande et vous pouvez faire tourner des milliers, des dizaines de milliers de containers et ça se reproduit facilement, c'est reproductible, donc c'est extrêmement utilisé aujourd'hui. Mais la prochaine étape, c'est serverless, où en fait l'unité que vous allez déployer dans votre cloud, c'est une fonction, c'est un petit bout de code qui peut être 3 lignes ou 5 lignes ou 200 lignes, mais une unité comme ça, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant pour certains types d'applications. Ça va pas résoudre tous les problèmes de l'informatique, malheureusement, mais je pense que c'est intéressant. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà une petite fonction serverless minimum. Donc un bout de code JavaScript qui est une fonction main qui est appelée et puis qui reçoit des paramètres. Et à partir de ça, elle construit un petit bout de HTML et elle le retourne. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est pas besoin d'avoir fait beaucoup d'années d'université pour comprendre ça, mais c'est une fonction serverless que vous pouvez déployer avec une commande. Là, je donne l'exemple des commandes avec OpenWhisk, qui est le système qu'on va utiliser pour nos exemples. En fait, avec 2 lignes de commande, vous avez du moment où vous avez un compte qui vous permet de faire ça, donc vous allez devoir vous abonner à un service ou installer votre serveur pour les fonctions serverless. Une fois que vous avez ça, ces deux lignes de commande pour déployer cette fonction, elle est là, elle fonctionne. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand vous l'utilisez pas, elle vous coûte rien. Donc pour des fonctions d'interaction, d'intégration qui sont appelées occasionnellement, c'est extrêmement intéressant. Démo live, on a dit qu'on faisait des démos live, je crois. Voilà. Ce que ça donne, là j'ai une version un peu plus sophistiquée qui retourne aussi un code QR, mais un code, il y a juste quelques lignes de code de plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai pas une connexion fantastique, mais ça a marché. Et c'est pas DevTalks 2.1, je pourrais le changer, mais on va pas perdre de temps là-dessus. Donc voilà, une petite fonction que vous pouvez déployer de manière individuelle et qui a des particularités intéressantes. Alors on parle de serverless, qui veut dire sans serveur. C'est un abus de langage. Il y a forcément un serveur quelque part qui fait tourner votre machin. L'intérêt, c'est que c'est pas le mien. C'est pas moi qui dois le déployer, c'est pas moi qui dois le mettre à jour, c'est pas moi qui dois être de piquet pour qu'il fonctionne 24 heures sur 24, etc. C'est une infrastructure qui est partagée et qui peut être partagée pour des buts très différents. En gros, c'est est-ce que je pourrais emprunter votre container pour un petit moment? Dans le cas d'OpenWhisk, la fonction que j'ai écrite, elle va tourner dans un container qui est alloué dynamiquement. Pour moi, ça m'est complètement égal. Je déploie ma fonction, je reçois une URL, je peux l'appeler et c'est très utile. Donc effectivement, un système serverless, ça va plutôt ressembler à ça. Surtout qu'un des systèmes le plus connu, c'est Lambda de Amazon, Amazon Web Services Lambda, qui vous permet de déployer des fonctions comme ça. Je pense qu'ils ont quelques serveurs pour le faire tourner, parce qu'ils ont du trafic. Donc serverless, c'est vraiment un abus de langage. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que vous n'avez pas besoin de planifier votre capacité. Vous n'avez pas besoin de dire à Amazon cette fonction, elle va être appelée 1000 fois par jour ou 10 000 fois, 100 000 fois. Vous la mettez en place. Après, si elle est appelée 100 000 fois par jour, vous allez payer plus cher. Mais ça reste assez raisonnable, étonnamment. Et puis, il y a ce qu'on appelle ce principe de scale to zero, qui veut dire, si votre fonction n'est pas utilisée, elle ne vous coûte rien. Et vous pouvez la laisser. Et dans 5 ans, quelqu'un l'appelle de nouveau, elle sera toujours là. Et ça, entre-temps, vous avez payé rien ou quasiment rien. Et puis, pour déployer, c'est la granularité par fonction. Si vous devez juste corriger une fonction, vous redéployez juste ça et vous touchez pas le reste. Vous savez que ça n'a pas changé. Donc, ça a des propriétés très intéressantes. Si vous avez une application un peu hétérogène avec un bus de messages, vous avez peut-être une fabrique qui vous envoie les machines qui vous envoient plein d'infos, vous devez les analyser de différentes manières, vous avez du code écrit en différents langages, ça arrive souvent au cours du temps, c'est un peu compliqué à gérer. Vous avez quelqu'un qui va gérer un serveur pour du Python, un autre un serveur pour du PHP et tout, c'est pas mal de travail. Avec un système serverless, vous pourriez avoir une seule infrastructure serverless, et dans le cas d'OpenWhisk dont on parle ici, vous pouvez utiliser aussi bien du langage, du code écrit en Java, en Go, en Python, en PHP. C'est chaque fois des containers configurés un peu différemment, mais c'est complètement transparent pour vous. Donc, pas mal d'intérêt de ce côté-là. J'ai mentionné déjà plusieurs fois OpenWhisk. Je vous en dis un peu plus. Donc, c'est un projet de la Fondation Apache qui est en incubation. Donc, pour entrer dans la fondation, les projets commencent par l'incubation, puis après, ils deviennent des projets à part entière. Ils devraient en sortir très prochainement.
Et en fait, il est basé sur une donation de code. C'est IBM et Adobe les deux sociétés étaient intéressées à ça, et on a donné le code à la Fondation Apache. Donc le projet ne nous appartient plus. C'est maintenant un projet open source qui fait tourner ça. IBM a un service qui s'appelait Bluemix, mais ça a changé. Non, je crois que ça s'appelle IBM Cloud Functions maintenant, simplement. Donc ils ont un service commercial qui tourne sur ce logiciel. Et chez nous, chez Adobe, c'est un service qui s'appelle Adobe I/O Runtime, qu'on va utiliser petit à petit je vous donnerai quelques exemples, pour faire des intégrations entre, par exemple, le Creative Cloud, du style que ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais ça pourrait être un exemple. Vous sauvez un fichier dans Photoshop, vous pouvez appeler une fonction à vous qui va faire quelque chose avec ça. Tiens, quand je sauve un fichier d'un certain type, je vais envoyer une notification ou un mail ou quelque chose. Vous devez juste écrire les quelques lignes de code pour faire ça et c'est bon. Donc, je pense pas que pour Adobe qu'on va vendre commercialement ce service I/O Runtime. C'est plus un outil pour nous, pour offrir des fonctionnalités à nos clients qui feront partie d'autres paquets que vous allez acheter ou louer chez nous. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Je pense que comme il y a des programmeurs ici, ça devrait nous intéresser un peu. On va pas aller trop dans les détails. Mais en fait, il y a 3 parties de ce logiciel OpenWhisk. C'est écrit en Scala, essentiellement, avec des parties de JavaScript aussi. En fait, c'est des triggers. Vous avez des choses qui vont lancer vos fonctions. Ça peut être un timer, dire une fonction s'exécute toutes les 10 minutes, pour aller copier des données, traduire des données, je ne sais quoi. Vous pouvez avoir des événements, vous pouvez avoir un bus de messages, et quand un message arrive, vous allez lancer une certaine fonction, ou vous pouvez avoir des fonctions qui sont lancées par des requêtes HTTP. Les exemples que j'ai ici, c'est simplement ça. Donc, vous faites finalement un tout petit serveur web dynamique qui fait quelque chose avec une seule URL, mais qui peut faire des choses intéressantes. Si vous avez besoin de plusieurs URL, vous mettrez plusieurs fonctions qui sont indépendantes. Après, il y a le noyau d'OpenWhisk qui coordonne tout ça. Et puis, comme je disais, donc les actions, ça s'appelle des actions dans OpenWhisk, ces petites fonctions. Les actions tournent dans des containers, et il y a des containers dans le projet OpenWhisk qui permettent d'exécuter du code dans une série de langages variés, comme Java, Go, PHP, enfin j'ai déjà cité JavaScript, etc. Donc en fait, le système, le gros du système, c'est d'orchestrer ces containers, les démarrer, les garder peut-être un moment pour dire tiens, si j'ai encore besoin d'exécuter une fonction en Go dans quelques secondes, mon container il sera toujours là. Sinon, je dois en démarrer un à froid, ça va un peu plus long, etc. Donc il y a une logique quand même assez complexe au niveau de ce noyau. Donc complètement open source. Donc si ça vous intéresse de voir comment ça se passe, vous allez sur openwhisk.apache.org et puis vous pouvez lire tout le code si vous avez le temps. Ça fait beaucoup, mais enfin vous intéressez à des modules particuliers. Un petit exemple, voilà, pour donner un exemple concret, qui utilise Slack? Je fais plein de sondages ce soir. On a fait pas mal de sondages. Voilà. Donc Slack est un système de chat en gros, qui a des canaux. Et ce qui est intéressant avec Slack, c'est que vous pouvez créer des extensions assez facilement. En fait, ici, j'ai fait une petite extension qui calcule quelque chose, qui fait un petit calcul. Au lieu d'écrire un message banal, j'écris /calc, je mets une expression après et ça me la calcule. Je vous fais la démo. C'est pas très... Voilà, c'est un petit truc tout simple, mais pour montrer le principe. Donc, j'ai ici mon Slack. J'écris /calc 2 plus 2, soyons pas trop ambitieux. Alors bon, ça passe par mon téléphone. Voilà, voilà, il m'a répondu 4, merci. Et je peux aussi avoir des expressions /calc. J'ai quelques expressions qui sont dans mon truc. Je vous montrerai après le code. Hour, ça va me donner l'heure en UTC. Voilà, il est maintenant 18h UTC et quelque chose. Peu importe, mais j'ai pu écrire moi-même une petite extension pour Slack et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Et que j'ai pas besoin d'infrastructure complexe pour la faire tourner puisque c'est une fonction serverless. Donc comment ça fonctionne? Il y a différentes manières d'écrire des extensions pour Slack, ça c'est la plus simple. En fait, je câble ma fonction en faisant une petite config dans Slack, il va me faire un get, donc une requête HTTP comme si vous alliez avec votre browser sur la fonction. Ça s'exécute dans Adobe I/O Runtime. J'ai un compte, il faut qu'on ait des avantages, les employés. Donc, comme je disais, c'est pas un service qui est public, mais vous pourriez monter votre propre OpenWhisk pour faire la même chose. Ça va exécuter un petit bout de code JavaScript, donc JavaScript côté serveur qui tourne dans ce OpenWhisk, qui utilise une petite librairie NPM qui s'appelle Jexel, qui évalue en fait tout simplement des petites expressions. Donc, si je vous montre ça depuis le browser, c'est juste une page, une requête HTTP, voilà. On voit pas bien les paramètres ici, mais au bout de mon URL,
j'ai le paramètre texte égale 2 fois 31. C'est ce que Slack enverrait si je tape /calc 2 fois 31 à ma fonction. Donc voilà un exemple assez concret, assez simple. Le code réel est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est pas grand chose. Et surtout, l'infrastructure, de mon point de vue, est extrêmement simple. Du moment où j'ai accès à un serveur OpenWhisk, j'utilise juste la commande WSK pour télécharger ma fonction dans le système. Ensuite, une autre commande qui me donne quelle est son URL, c'est le système qui l'a décidé. Et ensuite, je peux appeler cette URL ou la configurer dans mon Slack pour avoir mon extension. Donc, un exemple d'application qui est très très simple. Voilà, là vous avez les commandes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous faites juste un zip avec votre code et les dépendances, les librairies dont il a besoin, et puis vous uploadez ça dans OpenWhisk et c'est bon. Voilà, une petite parenthèse, mais pour montrer un concept très intéressant dans ce domaine. Est-ce que vous savez ce que c'est le digest d'un fichier? J'ai un fichier et j'ai une fonction mathématique qui me permet de me calculer un chiffre assez long qui est unique et qui est garanti que si je fais, c'est juste une petite fonction mathématique, si je fais le moindre changement de ce fichier, le digest va être différent. Ici, ce que je fais, j'utilise ma commande OpenWhisk pour télécharger ma commande, activer ma fonction dans le système OpenWhisk, mais au passage, je calcule son digest, ce long chiffre exact, vous voyez là, et j'utilise cette valeur comme nom de ma fonction. Ce que ça fait, en fait, c'est que ce nom, il va toujours pointer sur exactement cette version de ma fonction. Si dans 2 ans, j'ai besoin d'une version de la fonction un peu différente, je calcule le digest qui sera différent, ça me donne un nom un peu différent pour ma fonction, mais l'ancienne, elle est toujours là. Et quand vous avez, avec nos clients de Adobe Experience Manager, c'est des grandes entreprises qui ont souvent des systèmes assez vieux, qui doivent rester longtemps, et il faut garantir une certaine continuité à dire oui, mais la fonction d'il y a 10 ans, j'aimerais toujours l'utiliser. Et c'est une petite astuce qui permet de faire ça. Et avec ce principe de scale to zero, le fait que, comme je disais, le fait que votre fonction est toujours active et prête à bondir, si on veut dire, ne vous coûte rien. Donc vous pouvez garder différentes versions du code comme ça, actif ou dormant, disons, mais qui peut être activé très rapidement. Petite parenthèse, mais c'est une des propriétés intéressantes qui est beaucoup plus difficile à reproduire avec les systèmes de déploiement habituels. Vous allez devoir garder toutes les versions en parallèle et c'est vite très compliqué. Voilà, donc ça c'est un peu la théorie, qu'est-ce qu'on peut faire avec serverless au point de vue bas niveau et environ comment ça marche au niveau le plus simple, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. En général, quand ces nouveaux outils arrivent, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais faut oublier tout le reste, maintenant c'est bon, il y a serverless, il n'y a plus besoin d'installer des serveurs. » Comme on a vu, il y en a quand même pas mal derrière, donc il faudra bien les gérer, et puis ça va pas s'appliquer à tout. Si vous avez besoin de traiter des millions de requêtes par jour, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a peut-être une autre solution optimisée qui sera plus efficace. Mais enfin, il y a toute une série d'applications qui sont intéressantes et je vous démontre je vous donne quelques exemples de ce qu'on est en train de faire chez Adobe autour de ça. Et comme je disais, ça va, pour les clients, nos clients, ça va être des extensions, une manière de créer des extensions pour nos produits essentiellement. Leur dire, voilà, si vous avez ce Experience Manager et puis dans votre traitement des médias numériques, il y a une petite spécialité, vous pourrez la programmer avec une fonction serverless sans devoir déployer d'infrastructure ou quoi que ce soit. Le premier exemple, c'est un service qui s'appelle le projet NUI chez nous, qui est destiné à, typiquement, quand vous allez, j'ai pas l'habitude de parler de ça en français, vous allez ingérer des médias numériques, assets ingestion. Vous avez des images, par exemple, on a des clients qui ont des milliers, des centaines de milliers, des millions d'images, et il faut les importer dans le système. Et quand vous importez les images, il y a des petits traitements à faire dessus. Il faut peut-être recadrer l'image ou générer des vignettes, une vignette qui va bien pour le téléphone portable, une un peu plus grande qui va bien pour le web, etc. Donc il y a tout un traitement à faire et vous avez des centaines de milliers d'images qui arrivent pendant quelques semaines ou quelques jours et puis qu'il faut traiter assez rapidement. Avec des traitements qui peuvent être assez variables en fonction du format d'image et tout ça. Donc ici, j'ai des collègues qui travaillent sur un système basé là-dessus, basé sur ces technologies serverless justement, qui nous permet de faire tourner dans ce pipeline de traitement d'image du code très différent. Par exemple, si vous avez des images Photoshop, une bonne manière de les traiter, c'est de démarrer Photoshop dans un container et d'utiliser le script de Photoshop pour faire des choses que seul Photoshop sait faire, qui seraient compliquées à reproduire autrement. Si on peut démarrer un container Photoshop et le faire tourner dans cet environnement, c'est bon. On va écrire un petit script Photoshop et ça va tourner de manière isolée
Et peut-être que la prochaine étape du traitement, ce sera peut-être du JavaScript. Vous avez une librairie Node.js qui va bien pour un traitement que vous voulez faire sur l'image. On met un bout de JavaScript et on chaîne ces fonctions comme des fonctions serverless et chacune va s'exécuter dans un container adapté à son langage et tout ça. Donc vous avez finalement un système de traitement très hétérogène des images, mais qui vous permet de faire ce que vous voulez. Et si votre client, il a besoin de faire quelque chose de vraiment exotique, vous pouvez, si vous avez résolu les problèmes de sécurité, lui laisser déployer ses propres types de containers dans le système. Et si quelqu'un veut faire des traitements d'images en C ou en Fortran, si c'était possible, techniquement, ça serait possible. Donc, on obtient ainsi un pipeline de traitement d'images qui est extrêmement flexible et adaptable à vos besoins et à votre code existant. Et puis là, bien sûr, nous allons fournir aussi des services dans ce domaine. On a une initiative chez Adobe qui s'appelle Sensei. Tous les projets qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Et ici, l'exemple qui est donné, c'est de générer des légendes pour des images. Ça marche étonnamment bien. Je suis sûr qu'on trouve des images où le truc va partir en vrille, mais pour beaucoup d'images, ça marche bien. Et ça, c'est un test réel. Cette image-là, le système génère la légende « Group of friends sitting on a bench in a park ». Un groupe d'amis qui est assis sur un banc dans un parc. C'est une machine qui a trouvé ça. C'est pas mal. Donc, ce service-là, on va le fournir à nos clients. Ça s'appelle le Sensei Title Prediction. Et je vous montre ici un petit bout de code qui permet de l'appeler justement depuis une fonction serverless. Donc finalement, pour vous inclure ce traitement dans votre pipeline de traitement d'image, tiens, j'aimerais générer des légendes automatiques, vous aurez qu'à écrire un petit bout de code comme ça. J'appelle la fonction Sensei. Ensuite, c'est assez clever, intelligent. Voilà, comme on le fait ici. On appelle ImageMagick, si vous connaissez, qui est un outil de traitement d'image, enfin traitement simple d'image sur Linux, qui est utilisé pour insérer la légende ici en bas de l'image dans cette petite boîte jaune. Mais pour faire ça, vous avez qu'à écrire une quinzaine de codes de JavaScript et à le déployer comme ça. Donc on voit la puissance de ce système pour ce genre de petites extensions qui sont utiles à votre workflow. Un autre projet où on utilise extensivement ces fonctions, on appelle ça notre Commerce Integration Framework. Donc notre système Experience Manager, si on veut dire ça très simplifié, c'est un CMS de gestion de contenu et de publication de sites web. Et il s'intègre avec des systèmes de commerce, Hybris, Magento. Il y a une série de systèmes que vous pouvez utiliser pour faire les gestions de panier d'achat et de déroulement de la commande quand vous êtes sur votre site et tout ça. Et puis là, il faut pouvoir, encore une fois, chez nos clients qui sont des grandes sociétés, souvent ils ont déjà leur système de e-commerce. On peut pas leur dire vous devez utiliser Magento. Non, nous on a SAP, on a un truc, on a un autre truc, et il faut faire des adapteurs. Et la technologie serverless se prête très bien à ça aussi. Ici, on voit une vue un peu de l'architecture de cette Commerce Integration Framework que vous pouvez voir aussi. Je pense qu'on passera les slides après, vous aurez les liens ici si ça vous intéresse. Et je voulais montrer ça parce qu'en fait, ce qui est intéressant ici, on a deux niveaux de fonctions serverless. Il y a une série de fonctions elles sont organisées par namespace. Vous avez des sous-ensembles de fonctions dans votre serveur OpenWhisk. On a une série de fonctions qui sont les fonctions Adobe, qui sont ce que nous fournissons en standard pour avoir la logique de base. Comment est-ce qu'on construit un panier d'achat? Comment est-ce qu'on passe à la caisse et tout ça? Et puis après, vous avez des petites fonctions qu'ils ont appelées microservices ici, qui font les adaptations aux différents systèmes, qui vont dire « Ah, mais quand c'est SAP en back-end, ben voilà comment on doit traiter la gestion du panier d'achat, etc. » Donc on a ici ces deux couches qui offrent une très grande flexibilité sur ce que vous pouvez faire. Un autre exemple un peu concret de ce qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est un produit qui est en bêta chez nous. Je crois qu'on a des clients qui commencent à l'utiliser. C'est tout des choses, là, vous êtes pas dans les secrets, parce que sinon je ne dirais pas, mais vous êtes dans des choses qui sont encore en développement chez nous et tout ceci est assez nouveau. Et voilà, il y a pas mal d'avertissements de bêta là-dessus. Pour terminer sur un exemple différent, mais extrêmement intéressant aussi, je pense, d'application serverless. Si vous avez utilisé un CDN, en Content Distribution Network, un réseau de distribution de contenu, typiquement, si vous n'êtes pas familier avec ça, si vous avez un site web qui a beaucoup de trafic, vous allez essayer d'éviter que
tous les clients de toute la planète viennent sur votre serveur. Ou alors, il faudra mettre beaucoup de serveurs. Et ça va être long. Si votre serveur est là et que votre client il est ici, vous avez la vitesse de la lumière entre deux. Donc, ça peut pas être super rapide de toute façon. Vous pouvez acheter un service de distribution de contenu chez des fournisseurs comme Cloudflare, par exemple, qui, eux, ont des points d'accès tout autour de la planète, ces points qu'on voit ici en violet et bleu, et qui vous permettent, qui vous donnent une API, une interface pour envoyer vos pages statiques ou les parties statiques de vos pages web sur ces serveurs. Donc, quand vous mettez, si en même temps que vous êtes le New York Times, vous êtes ici, quand vous mettez à jour votre page du New York Times, vous faites un petit appel à Cloudflare, vous dites « Hey Cloudflare, pourrais-tu répliquer cette page partout ?» Et elle va assez rapidement, elle va se retrouver répliquée sur tous ces serveurs sur la planète, ce qui fait que quand votre lecteur à Perth, ici, lit votre page du New York Times, il a une réponse très rapide, parce qu'en fait, elle a été répliquée localement. Donc ça, c'est une technique qui est très utilisée aujourd'hui dans la gestion de sites web. Il n'y a même pas besoin d'avoir un très gros site web. Si vous faites, même pour le site web de votre association, si vous faites ça sur Netlify, ça coûte pas grand-chose et vous allez déjà profiter de ces avantages. Donc, juste pour expliquer, si au cas où vous ne seriez pas familier avec ce que c'est un CDN. Mais ce qui est intéressant ici, ce que je voulais montrer, Cloudflare et les autres fournisseurs de CDN vous permettent maintenant de faire tourner aussi des petits bouts de code sur ce qu'on appelle les edge servers, les serveurs qui sont aux frontières, aux limites du web. Donc, en plus de répliquer des pages statiques, du contenu statique dans ce truc-là, vous pouvez lui envoyer des petits bouts de code et qui fait que l'exemple qui est ici, par exemple, si dans la requête HTTP qui vient, vous avez un en-tête qui vous dit X use dev, vous allez envoyer cette requête sur un autre serveur, dev.quelque chose. Une petite astuce qui vous permettrait de faire des tests invisibles de votre système, de déployer une nouvelle version, puis vous mettez cette en-tête dans vos requêtes et ça va là-dessus. Et ça se fait très rapidement parce que ce routage, il est fait ici, à Perth, et il n'a pas besoin d'aller demander à New York, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça revient, vitesse de la lumière, et ça serait beaucoup moins efficace. Donc, ces fournisseurs de services de CDN vous permettent maintenant de faire tourner des petites fonctions, et c'est les mêmes principes que serverless. Ça veut dire que vous avez juste à écrire un petit bout de code, le télécharger dans le système en lui disant qu'est-ce qui va le déclencher, et voilà. Et ensuite, votre code, il tourne au bon endroit. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous allez payer. C'est un service que vous allez payer à Cloudflare si vous voulez utiliser ça. Mais les coûts sont tout à fait raisonnables. Et ce qui est intéressant pour le hobbyiste ou pour expérimenter avec ça, presque tous ces services ont des niveaux gratuits qui sont déjà pas mal. Vous pouvez, sans payer ou en payant très très peu, faire déjà des expériences du style 100 000 requêtes par jour ou des choses comme ça, qui est déjà pas mal pour s'amuser. Donc, c'est des technologies qui peuvent être intéressantes. Si j'étais étudiant aujourd'hui, je suis sûr que je passerais des heures à m'amuser avec ça. J'ai la chance dans mon rôle de pouvoir faire ça un peu pour après pouvoir l'expliquer aux autres, mais c'est des technologies que je trouve très intéressantes. J'ai un lien sur un article sur la dernière slide que je mentionnerai. Donc voilà un autre visage de ces technologies serverless, mais c'est la même chose. Des petits bouts de code que vous pouvez déployer sans vous préoccuper d'infrastructure, qui vous coûtent rien quand vous les utilisez pas, et qui peuvent monter en charge d'une manière extrême sans que vous ayez rien à faire. Sauf éventuellement peut-être payer à la fin, ou si vous aviez mis une limite de paiement, si vous dites, ben voilà, je veux pas dépenser plus que 25 $ par mois, peut-être au bout d'un moment, le système va se limiter, ou ralentir parce qu'il dit non, lui, il a pas payé assez, on va pas lui offrir tout ça. Donc, il y a bien sûr que vous allez une fois payer pour ça. Mais, pour beaucoup de la peine en français, traffic patterns. Pour beaucoup de modes de trafic, ça peut être extrêmement intéressant. Il y a souvent pas mal de fonctions dans votre système qui sont pas utilisées très souvent, ou même si c'est 1 million de fois par semaine, pour eux, c'est encore pas très souvent. Donc, au niveau des coûts, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, une autre vision sur ces technologies serverless qui sont importantes. Voilà. C'est bien que je sois à la fin puisqu'on arrive à l'heure. Donc, j'ai ici quelques liens, pour avoir plus d'informations. Et puis, ce que je mentionnais, l'article que j'ai trouvé très intéressant, j'imagine que la plupart des gens aujourd'hui ont entendu parler de ce site, haveibeenpawned.com. C'était dans la presse dernièrement, il y a eu cette fuite supplémentaire de quelques dizaines de milliers ou millions d'adresses email de Suisse. En fait, ce site vous permet de savoir si votre adresse a été incluse dans une fuite de données dans les dernières 10 ans ou comme ça.
Donc, il est assez populaire. Il reçoit beaucoup de requêtes, des millions de requêtes par mois ou même par semaine. Et il fait tourner son site avec un budget de, je crois que c'est 26 cents par jour. Et l'article est passionnant parce que Troy Hunt, c'est un consultant qui est spécialisé dans ce domaine. Vous avez l'article ici, le lien sur l'article. L'article est passionnant parce qu'il s'est donné pour objectif de faire tourner son truc pour 2 fois rien. Et il a trouvé des solutions techniques extrêmement intéressantes en jonglant justement avec ces variantes gratuites des services, si on reste en dessous d'un certain taux d'utilisation, et des solutions techniques très intéressantes pour offrir un service qui est dynamique, parce que vous faites une requête là-dessus, vous allez donner votre adresse email, il va faire une requête dans une sorte de base de données qui est faite de manière très très intelligente. Et voilà, en faisant tourner ça sur un système serverless, il arrive à, je crois que la comparaison avec s'il avait des serveurs Amazon, des VM, des machines virtuelles, il serait dans les milliers de dollars par mois. Donc il a un facteur de 10 000 ou je sais pas combien de réduction de coûts en utilisant ces technologies. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné une idée de ces technologies serverless, un peu à quoi peut servir. Comme j'ai dit, ça va pas régler tous les problèmes de l'informatique, mais c'est une technologie qui est extrêmement importante à avoir dans votre boîte à outils aujourd'hui, si vous faites des applications pour le web ou même pas pour le web, mais pour d'autres choses. Surtout au niveau justement d'intégration de services, microservices et tout ça. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a tous les liens ici. Comme je disais, OpenWhisk, vous pouvez l'installer vous-même sur votre serveur, sur votre laptop. C'est quand même assez conséquent, mais ça se fait très bien, qui vous permet de jouer avec. Et sinon, il y a IBM qui offre un service public maintenant qui tourne sur OpenWhisk. Vous avez Lambda chez Amazon qui est l'équivalent. Vous avez chez Google les Google Cloud Functions. Microsoft, c'est les Azure Functions, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, c'est un service qui devient assez répandu aujourd'hui. Voilà. Il nous reste 5 minutes pour les questions ou pour avancer l'apéro de 5 minutes. Mais si vous avez je resterai là à l'apéro. Donc, si vous avez d'autres questions, s'il y a des questions immédiates, oui. Je connaissais, je crois, en fait, ce concept, c'est la même chose que Function as a Service. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste, j'aurais dû le dire. Ouais, tout à fait. C'est qui est un meilleur nom, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on m'a dit serverless, c'est un abus de langage. Ouais, en fait, je connaissais. Mais je me posais une question, justement, par rapport en fait, comment gérer. Bon, vous avez dit que c'était pas pour tout, hein, on ne va pas utiliser ça pour tout, mais dans un projet réel, il y a des milliers de fonctions. En plus, vous avez parlé qu'effectivement, en utilisant le hash, on peut avoir des versions différentes, etc. Ouais. Comment, dans un projet de taille réelle, alors je ne sais pas si la vision à venir, c'est de finalement stocker toutes ces fonctions dans un function as a service, mais comment dans cette idée-là, on pourrait imaginer gérer l'intégration de tout ça en fait, et le tester convenablement, oui. et finalement faire en sorte que qu'on ait des solutions qui sont toujours robustes. Oui, tout à fait. Parce que, alors effectivement, les arguments changent. Oui, voilà, on va se retrouver. En fait. Oui, alors c'est des choses qu'on est en train d'apprendre. C'est des technologies qui sont nouvelles. Ce que je dirais, c'est que voilà, si je devais faire un système comme ça, on va vite arriver effectivement à des milliers de fonctions dans un système réel. Après, c'est comme quand on fait un développement, je ferai des tests d'intégration qui sont très séparés et qui simulent le client, puis qui dit voilà, est-ce que les requêtes du client, elles sont toujours traitées la même chose. Et puis l'avantage par contre, c'est que ce sera peut-être plus facile de déployer une nouvelle version en invisible. Mais les techniques sont similaires. Ouais. Que ça soit des microservices ou ça, ouais. La granularité est différente, donc on doit apprendre à la gérer. Effectivement, ça, clair. La granularité, elle me fait presque un petit peu peur, oui. Dans le sens où quand on déploie une application dans un conteneur, toutes les fonctions elles sont ensemble et elles fonctionnent ensemble, oui. Et elles peuvent être testées ensemble. Oui. Tandis que là, ça remet un petit peu en cause ça. Tout à fait. Alors, ça peut être intéressant pour certaines fonctions dans le domaine du scaling. Dire cette fonction, j'ai de la peine à prévoir son utilisation, et puis je vais pouvoir la mettre là, et puis on verra bien ce qui se passe. C'est pas moi qui gère l'infrastructure qui est derrière. Ouais, oui. Je pense que si je devais faire un projet aujourd'hui avec ça, ce serait certainement hybride.
J'utiliserai ça pour une partie des fonctions. Comme je disais, la vision qu'on a, nous, chez Adobe, c'est plutôt que chacun de nos clients va peut-être faire tourner 2, 3, 4, 5 fonctions pour les quelques intégrations dont il a besoin. Mais nous, on va se retrouver avec des millions de fonctions. Donc nous, on va devoir gérer cette infrastructure. Mais pour le client, ça va rester gérable. Si quelqu'un me disait aujourd'hui, non, on fait un nouveau projet, votre projet du Jura, là, on le fait en serverless complet, on se retrouve avec 5000 fonctions, c'est pas forcément mieux. Donc c'est des nouveaux outils qu'on doit apprendre à utiliser. Oui? Est-ce que si cette technologie elle prend beaucoup d'ampleur, ça c'est votre avis, est-ce que on risque d'arriver à un stade où on aura des data centers, on va dire remplis de fonctions, de code qui est plus jamais utilisé, puis ils seront pleins de code. Oui. Oui. Ça va faciliter le déploiement régulier de fonctions. Exactement. De beaucoup d'obsolescence. Combien vous pensez qu'on a de pages web inutilisées comme ça sur le web aujourd'hui? Oui, mais il y a 20 ans, on aurait posé cette question. Un de mes collègues, c'est Roy Fielding, qui est un des cofondateurs de la Fondation Apache et un des co-auteurs du protocole HTTP. Roy, c'est le seul gars que je connais qui, au début du web, on parlait des jeux, il s'est assis un soir et il a visité tout le web. Parce qu'à l'époque, il y avait 70 serveurs ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Mais à cette époque, on aurait posé la même question. Est-ce qu'on va pas avoir des pages web comme ça partout qui servent à rien? Il y en a des millions aujourd'hui. Donc ça va être la même chose, mais ça sera que du stockage. On ne posait pas la question de la consommation que ça demandait électrique. Ah d'accord, oui, ben alors ça c'est... peut-être une autre dimension. Ouais, mais ça c'est du stockage, c'est quand même très bon marché. Après, on peut dire aussi, comme on fait pour les sites web et les pages web, on peut dire voilà, cette fonction, elle n'a plus été utilisée, ça fait 3 ans, je la désactive. Et pendant 2 ans, elle est dormante. Si ça revient, voilà. Il y a la même fonctionnalité, le service Amazon S3 de stockage de fichiers a une option qui s'appelle Glacier. Vous pouvez dire ces images-là ou ces fichiers-là, j'en ai pas besoin souvent, mettez-les dans le glacier. Et puis c'est beaucoup moins cher. Mais quand je veux y accéder, j'ai un délai qui peut aller jusqu'à 4 heures. Il y a peut-être quelqu'un qui va chercher une bande et qui la recharge. Mais ça me coûte pas grand-chose. Donc je pense on pourra aller vers des systèmes comme ça, de dire détecter ce qui est dormant, le mettre dans un état semi désactivé pendant quelques années, puis après vraiment l'enlever si c'est. Mais je suis tout à fait d'accord, il y a une purge. Mais ça coûte que du stockage, qui est bon marché aujourd'hui pour du code. Voilà, c'est pas grand-chose. Dans le même contexte, la petite nuance par rapport à la page web que je vois, c'est que la page web, même si elles sont plus utilisées et qu'il n'y a personne qui y va, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui paye pour. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui paye pour l'hébergement. Ouais. C'est-à-dire que là, si on arrive à avoir du scale to zero, eh ben, le problème c'est qu'on va se retrouver avec des anciennes versions qui potentiellement doivent pouvoir être utilisées par le client et rapidement en plus. Ouais. Non, on va quand même payer scale to zero, on paye quand même quelque chose. Mais ce quelque chose n'a pas de raison d'être plus grand que ce qu'on paye pour une page web qui sert à rien. Donc c'est dans un contexte business, c'est zéro, ou c'est très proche de zéro. Voilà. Encore une question? Tout derrière, non? Et après, c'est l'apéro. Exactement. Je me demandais si OpenWhisk permettait justement de monitorer tout ça, pour savoir justement quelle partie du système n'est plus utilisée et comment on peut... Oui, je ne crois pas qu'il y a de fonction spécifiquement pour ça dans OpenWhisk, mais il y a plein de points d'entrée. Beaucoup de projets de la Fondation Apache sont structurés comme ça. En fait, OpenWhisk, c'est vraiment l'infrastructure de base qui fait le boulot du truc. Toutes les fonctions auxiliaires de monitoring et tout ça, il y a des points d'entrée, mais en général, elles sont pas incluses. Les dashboards de surveillance et tout ça. Le modèle des projets Apache va bien pour de l'infrastructure. Donc, c'est vraiment l'infrastructure de base. Et si on voyait comment c'est déployé chez IBM ou chez nous, c'est probablement assez différent. Donc, vous devrez construire quelque chose au-dessus pour avoir un monitoring. Mais OpenWhisk lui-même va fournir des points d'entrée. Lui, il va fournir des statistiques brutes qu'on peut après traiter dans différents systèmes à l'extérieur. Voilà, merci. Merci.